Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau format Une vie à viser, où je diffuse des interviews de personnes inspirantes, des spécialistes dans leur domaine. Donc moi, je me présente, je suis Geoffrey Janier-Dubry, je suis papa et ostéopathe, spécialisé dans le suivi des grossesses et des nouveau-nés, entre autres. Aujourd'hui, je reçois Bruno Décoré, mathématicien et psychologue, père et grand-père, et auteur de plusieurs livres passionnants sur le sujet de la famille, de la fonction du rôle de père et du couple. Nous parlerons ensemble du rôle du père, donc en contraste de celui de la mère, et du couple, de son équilibre, de ses aléas, et le tout teinté de nos expériences personnelles ou professionnelles. Merci d'avance pour votre soutien avec des likes, des partages, des abonnements. N'hésitez pas à laisser un commentaire, même si c'est pas pour dire grand chose, ça fait toujours plaisir. Just do it! Just do it! Et vos suggestions pour d'autres entretiens à venir. Quoique, ne vous inquiétez pas, j'ai pas mal d'idées. Bonne écoute à vous et je vous souhaite le meilleur. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Bruno Décoré, qui est psychologue et que je vais laisser, entre autres, que je vais laisser se présenter tout de suite. Bon, moi, je suis actuellement psychologue et sexologue libéral, mais j'ai eu avant une carrière de chercheur, d'abord en sciences exactes et puis après en sciences humaines, en psychologie et sciences de l'éducation. Et je me suis surtout intéressé aux questions familiales et plus encore à la question de la paternité. Donc, j'ai écrit plusieurs livres, dont un premier qui s'appelait les Pères dépossédés, un deuxième qui s'appelle Pères séparés, Pères tout de même. Que j'ai ramené ici. Voilà, qui s'intéresse à la question des pères après séparation avec la mère. Et ce livre est issu au départ de ma thèse de doctorat en psychologie. Ça, et puis après, il y a eu ce livre aussi. Alors qui est après, super oui, intéressant parce de que façon plus générale. j'ai trouvé vraiment sympa dans le sens où il faisait vraiment la synthèse. Vous avez utilisé l'économie et plein d'autres sciences. Et il y a vraiment une transdisciplinarité qui apporte une vision vraiment riche à la famille. Merci. Et puis pour un côté, il faisait beaucoup de sciences molles mises ensemble, Oui. et ça donne quelque chose de très consistant finalement. Évolué après, intéressé à la question du couple, et j'ai fait ce livre qui reprend un peu aussi les idées qu'il y avait dans la famille, c'est-à-dire de regarder le couple sous divers aspects, et l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect politique, l'aspect amoureux, l'aspect sexuel et autres. Et mon idée est qu'il faut avoir cette ouverture large si on veut pouvoir comprendre des phénomènes aussi complexes que le couple ou la famille. Oui, et c'est marrant, ça fait un peu vous remonter, finalement vous êtes parti de la séparation, Oui. et puis là il y a un mouvement un peu de prévention vers plus Oui. comment conserver le couple finalement. Comment bien vivre le couple, comment Oui, voilà. conserver et bien le vivre, c'est-à-dire qu'il Bien soit vivre, oui. profitable aux deux membres. Tout à fait, voilà, ouais. Oui, ça c'est, j'ai bien aimé ce parcours finalement, Oui. d'aller vers de l'union, quoi. De Oui, revenir, oui, c'est ça. Et pour moi, ce qui se passe dans la séparation est beaucoup révélateur de ce qui se passe sans séparation. Ah En oui, d'accord. particulier dans le rôle de l'homme et de la femme, et plus encore, ce qui va nous intéresser, dans le rôle du père et de la mère. Oui, c'est déjà, en fait, oui, c'est comme s'il y avait déjà dans le couple un peu l'embryon de comment vont se positionner chacun par rapport à l'enfant. Oui. Et ce qui peut faire dysfonctionner après le couple finalement. Oui. Le fait que le couple puisse se séparer a un impact sur la façon dont les conjoints, et en particulier les parents, se comportent avec leurs enfants. D'accord. Oui. Un impact rétrospectif. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop. Oui, moi, par rapport à mon expérience personnelle, je me dis qu'il y a beaucoup d'inconscience dans tout ce qu'on fait, quoi. Oui. Dans tout ce qu'on construit, même dans notre couple. Oui. Il y a vraiment. On n'est pas du tout finalement éduqué ou sensibilisé à anticiper. Après, il y a un côté où il faut quand même garder de l'instinct et puis vivre les choses un peu de façon naturelle. Oui, tout à fait, mais on est très influencé, bien sûr. Mais je me demande s'il n'y a pas un manque d'instinct et qu'il y a plus de conditionnement.
Oui, peut-être. qui Oui, peut-être. provoque aussi toutes ces séparations dans les couples. Oui, tout à fait. Mm. Enfin, le couple n'est pas une donnée anthropologique naturelle. Hein. L'être humain, l'animal humain, il n'est pas spécialement en couple. Si on regarde les autres animaux qui nous sont proches, y compris les primates, il n'y a pas de couple. Si pour retrouver des animaux qui vivent en couple, il faut aller très loin. C'est les oiseaux essentiellement. Enfin, les oiseaux chasseurs, les oiseaux pêcheurs. On trouve des couples très très unis chez les oiseaux pêcheurs. D'accord. Des couples pour la vie. Les aigles pêcheurs, les martins pêcheurs. Les martins pêcheurs, ça va même très loin puisque le veuf ou la veuve ne retrouve pas d'autres compagnons. En plus. Mais alors, par rapport aux grands singes qui nous ressemblent le plus, il me semble que c'est quand même plus... Ils vivent soit en harem, soit en liberté complète, comme les bonobos vivent en liberté complète. Les gorilles vivent plutôt en harem, les babouins en grande tribu avec des harems. Les gibbons vivent aussi en harem très agressif. Les gibbons ont des rapports entre mâles extrêmement agressifs. Les mâles se battent, se tuent, et le mâle vainqueur récupère les femelles et tue les bébés. D'accord. L'infanticide représente un quart des morts chez les gibbons. D'accord. Les jolis singes qu'on voit sauter là, quand ils se rencontrent. On n'imagine pas. J'imaginais pas tant de violence. Oui, les chimpanzés sont très très violents entre eux. Alors que nous, il y a quand même il y a de la violence, mais qui est quand même peut-être plus... qui est un petit peu canalisée. Le couple est une construction humaine, et même à l'échelle historique, il y a beaucoup de sociétés qui ne vivaient pas, qui ignoraient la question du couple. Les sociétés de harem, il y en a beaucoup. Des sociétés... il reste encore une petite société en Chine qui vit sur un mode matrilinéaire, c'est-à-dire qu'avec une liberté sexuelle complète, et pas de couple. D'accord. L'enfant étant référé à la famille de sa mère et sous l'autorité masculine du chef de la famille, de l'oncle. Donc en général, plutôt de l'oncle. Son oncle. Et ça va de pair avec une très grande liberté sexuelle, puisque la reconnaissance de la paternité n'a aucune importance. Oui, et c'est ce que vous dites notamment dans le livre des familles, que la génétique... le père génétique, même dans celui-ci d'ailleurs, que la génétique n'a pas une place si énorme, que finalement ce qui compte, il me semble que c'est celui qui parle à l'enfant. Oui, qui va jouer le rôle du père. La génétique a une importance dans l'importance que la société lui accorde. C'est pour ça qu'en ce moment on est dans une ambiguïté où à la fois on apporte une grande importance à la génétique et à la fois on la nie. Donc on ne sait plus où on en est. Ce qui fait qu'à un moment on ne sait plus qui est le père. Oui, puis même par rapport à... Il y a une évolution là par rapport aux gens qui font des dons de sperme. Et qui avaient un anonymat complet avant. Et cet anonymat est discuté, me semble. Est discuté de façon rétroactive, ce qui est assez invraisemblable parce qu'on ne saura plus qui est qui. Oui. Un individu, une personne à un moment donné a donné son sperme comme il aurait donné son sang ou je sais pas, ou un organe ou autre, et puis 20 ans après on va lui dire mais non, il faut connaître. Et puis est-ce qu'il faut assumer derrière? Il faut assumer, et également pour les hommes, maintenant il peut y avoir des femmes, mais pour les hommes dont la partenaire a eu une insémination artificielle, donc qui ont été consacrés comme le père, dans le cas on va dire 20 ans après, mais non, mais qui se voit remis en question, c'est quand même, ça c'est quand même super violent finalement. Oui, c'est super violent. Effondrement, et puis même pour l'enfant, qui avait un cadre. La remise en cause. Cette remise en cause, qui casse un peu le cadre dans lequel il s'est construit. Il a construit son identité et tout ça. Et tout ça qui est bouleversé à l'âge de 20 ans, où c'est déjà un âge complexe. Ça qui est bouleversé, et où il ne sait pas comment se situer, où il y a une forte pression, actuellement, il y a une forte pression pour aller retrouver son origine génétique. Alors que finalement ça n'a pas de sens. J'en parlais j'avais des voisins d'origine africaine qui ont grandi en France et qui disaient quand ils allaient en Afrique, ils sentaient bien la différence. Là-bas on les appelait les Kinder, un peu noirs à l'extérieur et blancs dedans.
Oui, Et oui, finalement, ce retour aux racines, je sentais bien par eux que leurs racines étaient françaises, quoi. oui, 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 oui. C'est là où vous avez les codes culturels pour fonctionner finalement. Donc, Oui, pareil, oui, il y a une autre femme adaptée, une autre jeune femme adoptée coréenne que j'ai rencontrée qui se pose beaucoup de questions sur ses racines. oui. Et c'est vrai que moi, il me semble que c'est là où on a grandi. Oui, 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 oui. Alors, c'est intéressant la référence à l'Afrique. On peut lire le livre Ségou, les deux très beaux volets de Marie Scondé. Marie Scondé est une historienne guadeloupéenne, je crois, et qui a écrit un roman historique qui s'appelle Ségou, et qui montre bien la différence par rapport à la filiation, à la paternité. Oui. Et il y a aussi, alors c'est plus difficile à trouver, un conte Bamileke. Donc Bamileke, c'est des gens qui vivent dans les hautes montagnes du Cameroun. C'est un conte amusant qui raconte un chef de tribu, donc il a des tas de femmes. Ouais. Et puis à un moment, il se débrouille pour savoir un peu ce qui se passe dans son village. Et il s'aperçoit qu'une de ses femmes le trompe. Et qu'elle est enceinte. Non, elle vient d'avoir un bébé. Donc il se rend compte que ce bébé n'est pas le sien. Et la conclusion, il répudie la femme, mais il garde l'enfant. Ce qui dit, l'enfant, c'est pas de sa faute, donc c'est mon enfant comme les autres. Ah oui, oui, oui. Oui, il y a vraiment une séparation. Oui, oui, et j'ai vécu au Cameroun, j'ai vécu à Yaoundé, et j'avais un ami, hélas décédé depuis, Henri Ngoa, qui était sociologue, ethnologue, donc originaire de Yaoundé, mais ayant fait son doctorat en France, et qui disait, de façon abusée, il n'y a pas d'homme stérile chez nous. Bon, Henri, non, il n'y a pas d'homme stérile, il n'y a pas d'homme stérile, parce que les femmes ont des amants. Ah oui, oui. Ah oui, et comme quoi la génétique finalement, c'est vraiment la promesse d'avenir que constitue cet enfant qui compte. Oui, oui, c'est ça. Et tout le pouvoir à venir qui va porter au chef tout à fait. Qui compte finalement plus que cette transmission. Et pour le chef, l'important c'est d'engendrer. C'est d'engendrer. Peu importe le moyen. Il poussait même plus loin l'hypothèse, il disait que les chefs polygames utilisent les amants de leurs femmes comme employés. C'est-à-dire que les mecs viennent travailler à l'exploitation pour pas grand-chose, et ils se payent. Ils se payent en nature avec les femmes du chef. Et puis le chef, comme il en a une trentaine, ça évite que ces femmes se chipotent entre elles. En plus. Voilà. Et lui, il récupère tous les gamins et le pouvoir. Et ce qui importe, c'est le pouvoir, il règne sur son village. Et puis en plus, ce qui se passe dans les cacahuètes, il s'en fout. Et est-ce que par rapport à ce que disait votre collègue sur les femmes africaines ont des amants, il me semble qu'en France, il y a quand même, j'ai vu plusieurs fois ce chiffre de 20% d'enfants qui ne seraient pas le fils génétique de leurs parents. Ce chiffre a été avancé, contesté, parce qu'il n'est pas très facile à prouver. Oui, voilà. Il y a beaucoup de secrets autour, finalement. Oui, pas très facile à prouver. Oui, donc on peut s'interroger quant à sa valeur. On peut s'interroger quant à sa valeur. En tout cas, il y en a, ça existe. Il y en a. Oui, et finalement, peu importe, le père, ce sera toujours celui qui aura vu grandir. Oui, à condition qu'il accepte cette paternité et qu'il puisse l'assumer, c'est-à-dire que la société le protège là-dessus. Ce qui est le problème actuel dans la recherche des enfants nés par insémination artificielle, c'est qu'à un moment, la paternité est plus ou moins contestée. Oui. Et c'est tout. Et après, pour en revenir sur la fonction du père, du coup, là, à notre époque, il y a très peu de temps sorti du patriarcat. Je veux dire que on peut dater ça quand au moment où les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque finalement, et donc de travailler, de vivre sans homme, d'avoir les moyens financiers. Le mot patriarcat qui est utilisé à jet continu, en fait, n'a pas de vraie réalité sociologique. Il est vu comme le règne, parce que je disais, le règne de l'homme sur les femmes. Or ça, chez nous, ça n'existe pas depuis très longtemps. Ce qui a existé, c'est une société à rôle domestique et politique très séparés, avec
les femmes, en gros, le pouvoir domestique, et les hommes, le pouvoir politique. C'est ce qui a été très très développé, Oui. ce qui a commencé à changer au XXe siècle, avec le mouvement des suffragettes et puis l'évolution des carrières. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment du mouvement des suffragettes, il y avait un mouvement d'anti-suffragettes, de femmes qui refusaient le rôle politique. C'était quand ça? C'est dans les années 20 à peu Dans près? les années 20, c'était des bourgeoises, mais leur argument était: nous avons déjà sur les épaules le poids de la famille, à vous, messieurs, d'avoir le poids politique. D'accord. Et donc, ça, c'était les propos des anti-suffragettes. Des anti-suffragettes. Ah oui, oui. Donc ça a évolué. Il n'est pas question de poser un jugement sur pourquoi ça a évolué. C'est un fait, ça a évolué surtout au XXe siècle, avec le droit de vote des femmes, mais surtout l'entrée des femmes dans toutes les carrières. Oui. Qui était inimaginable au début du XXe siècle. Ah oui, oui. C'était complètement inimaginable. La première femme avocate, c'est après 1900. Et voilà, on considérait que ce n'était pas possible. Donc ça a beaucoup évolué, et en particulier le rôle social des hommes et des femmes a évolué. Oui. Mais le rôle domestique n'a pas complètement suivi. Oui, elles sont encore surreprésentées dans tout ce qui est tâches ménagères et tout ça. Oui, apparemment. et alors ça je le développe ici, je l'ai développé surtout là, pas seulement dans les tâches, mais dans la responsabilité des tâches et dans le pouvoir d'exercer ces tâches. De la responsabilité, c'est-à-dire quand il y a des invités, par exemple, si la maison est pas nickel, ce sera plutôt la femme. D'une part, et quand il y a des décisions à prendre, et en particulier sur les enfants. Les décisions à prendre sur les enfants sont majoritairement féminines. Et on le voit pas seulement à l'intérieur des familles, on le voit aussi dans la représentation. C'est assez connu, beaucoup de pères, je ne sais pas si vous l'avez vécu, ont vécu qu'à l'école on leur dit: vous direz bien à la maman que... Ah oui. Oui, alors moi j'ai pas vécu personnellement. Beaucoup de pères l'ont dit. Ah oui. Mon fils a eu l'expérience de se promener avec sa petite fille, c'est dans une mairie, Oui. la gamine comme ça, et je dis: mais où est la maman? Ah oui. Et la maman est chez elle. Ah bon? Moi j'ai eu l'expérience très, très aimable. Oui. J'étais dans le métro, j'avais un enfant à la main, un enfant dans le bras, et une dame m'a dit: oh mais monsieur, je peux vous aider? Ah oui. C'est gentil madame, je vous remercie. Ah oui, il y a vraiment quelque chose de l'incompétence oui, quelque chose masculine à aïe, il va la laisser tomber, il va la laisser tomber. Ah oui. Et alors dans les séparations, malheureusement, ça devient beaucoup plus violent, puisque les hommes, c'est le sens du livre que j'ai pas ici, qui s'appelle Les Pères dépossédés. Oui. C'est pas moi qui ai donné le titre au livre, c'est l'éditeur, qui raconte effectivement l'histoire de nos pères qui tout d'un coup se trouvent dépossédés de leur paternité. Bon, c'est beaucoup moins vrai maintenant qu'au moment où j'ai écrit ce livre en 1988, mais ça reste quand même encore vrai. Oui, il y a des cas où j'ai vu des parents qui se séparent, la mère garde les enfants et elle retrouve un autre homme qui devient de fait, qui adopte un peu ses enfants de cet autre homme qui les voit très peu et puis qui peut plus du tout exercer, qui les voit un week-end tous les 15 jours. Et du coup, c'est compliqué d'exercer son rôle de père. Oui, c'est compliqué. Parce que là, on est plutôt à vouloir les gâter, leur faire plaisir, en espérant les revoir. Puisque... Oui, il est difficile d'exercer son autorité et son pouvoir paternel, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné dire ce qui est important, à condition de ne pas en abuser. Voilà. C'est comme ça parce que je l'ai dit. Oui. D'apprendre parce que... Mettre ce cadre qui les mettre sécurise. Ce cadre à un moment qui sécurise et qui contraint à la fois, et dire, bon, il y a un moment où tu ne réfléchis pas parce que tu te fixes sur ma parole. Voilà, oui. Ce côté un peu d'instinct finalement. Oui, ce côté un peu d'instinct, oui, ce côté un peu animal, qui fait que si un petit joue au bord du précipice, en danger, on lui tape dessus sans réfléchir, sans réfléchir. Sans négocier. Sans négocier, sans expliquer, parce qu'il y a un danger très grave, et la frustration qu'il va subir est infime par rapport au danger qu'on lui fait économiser. Oui.
Donc là, effectivement, c'est une grosse difficulté parce qu'il y a un rôle paternel qui n'est pas pérenne, qui va être... Un peu en pointillé. Oui, et qui va être subordonné à la relation que le père entretient avec la mère. Et ça, c'est, à mon sens, nouveau et unique dans l'histoire de l'humanité, que la relation père-enfant soit subordonnée à la relation à la mère. Ouais, à la mère, entre le père et la mère. Entre le père et la mère. Voilà, ouais. Oui, entre le Il faut père que celle-ci... celle-ci soit d'accord. Elle reste le chef suprême. Oui, finalement, hein. Oui. On pourrait lui appliquer, pour appliquer aux relations du père et de la mère, ce que l'ancien maire de Lyon, Raymond Barre, avait dit quand il était Premier ministre. Il avait dit, si les élections sont un succès, ça sera grâce au président, si c'est un échec, ça sera de ma faute. Donc on pourrait reprendre, si les enfants sont bien élevés, c'est grâce à la mère. Si c'est un échec, c'est la faute du père. Oui, c'est toute cette fonction symbolique du père et vraiment, on en attend beaucoup de cadre et de responsabilisation de l'enfant. Oui. Et éventuellement, on l'en prive du pouvoir. Voilà. Oui. Et alors, ça n'empêche pas qu'il soit mis au banc un peu. Et c'est notamment ce dont parle Jean Le Camus. Oui. Où en fait il dit que pendant longtemps on disait que la fonction symbolique du père suffisait. Et en fait ce qu'il dit, et ce que vous défendez aussi d'ailleurs, c'est qu'il y a besoin de la présence physique du père. Et que se passe, la mère ne peut pas juste invoquer qu'il y a un père quelque part pour avoir son autorité, quoi. Il y a vraiment besoin de cette complémentarité de ces deux pôles. Tout à fait. Donc c'est intéressant de remonter ces courants de pensée parce que la question du rôle symbolique du père, donc c'est la voie psychanalytique. Oui. Donc c'est essentiellement Jacques Lacan, mais qui s'est inspiré quand même des psychanalystes avant. Et on ne peut pas oublier que la psychanalyse a été créée par un médecin viennois dans un cadre où les questions du rôle de père et de mère étaient très bien définies. Voilà, étaient très bien définies. Les pères étaient peu présents, les mères très présentes, mais les pères exerçaient leur pouvoir dans une société masculino-centrée. Voilà, et puis c'était du genre un peu, il rentrait le soir. Voilà, il rentrait le soir, il rapportait l'argent, rapportait l'argent, il était le contact avec l'extérieur. Donc le père avait la fonction de contact avec l'extérieur, la mère la fonction d'intérieur. Ouais. Donc la présence et câlin du papa avait finalement pas beaucoup d'importance. Et sa présence n'avait pas beaucoup d'importance. Alors ça a été renforcé après la guerre de 14, peut-être après la guerre de 40, mais surtout après la guerre de 14, où il y a eu beaucoup de morts, d'hommes qui sont morts, et d'hommes qui sont morts alors qu'ils avaient des enfants. Et on s'est aperçu que le fait qu'ils soient morts n'était pas si grave que ça pour la structuration psychique des enfants. C'était grave sur le plan matériel, mais si la mère avait de l'argent ou autre, il y avait très peu d'impact. Et là, on s'est aperçu que c'est parce que le père était réinjecté symboliquement. D'abord, la mère avait un souvenir de l'homme qu'elle aimait, et puis c'était un héros, donc il jouait un rôle, même mort, il jouait encore son rôle. Et c'est là que la théorie s'est développée aussi, que s'il est absent, mais si son rôle symbolique est là, ça peut suffire. Le Camus, c'est un éthologue, c'est un éthologue de la petite enfance. Donc il a étudier les petits-enfants en rapport avec leur mère et leur père, les tout petits bébés. Et donc les éthologues, pour redéfinir... Les éthologues, c'est ceux qui étudient les comportements animaux, mais aussi humains. Et les éthologues humains se rejoignent avec ce qu'on appelait les psychologues du développement aussi, c'est-à-dire comment... Vraiment, c'est tout sur l'histoire d'attachement primaire, oui, c'est ça. Comment le lien se crée un peu. Comment le petit humain crée son psychisme. On sait que Romulus et Rémus, c'est une blague, c'est-à-dire qu'un petit humain, il y a eu autrefois des enfants sauvages, on a découvert qu'ils n'avaient pas eu contact avec des humains jusqu'à un âge avancé et ils ne peuvent plus récupérer, et en particulier ils n'apprennent pas le langage. Les éthologues, ils ont fait, il y a assez longtemps, ils ont filmé les interactions du bébé et des adultes, en particulier des parents, avec deux caméras et des synchronisateurs. Et ce qu'ils ont démontré, c'est oh, le petit regarde, il suit le regard. C'est pas vrai, c'est l'adulte qui suit le regard de l'enfant.
Ah c'est oui, l'enfant oui. qui pilote le regard de l'adulte. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui pilote la relation très très jeune. Oui. Et l'adulte qui s'adapte. Ah oui, oui, c'est vraiment, c'est pas du tout ce qu'on Oui, oui, imaginait. oui, Oui. oui, oui. Donc les enfants ont très tôt une compétence pour attirer à eux l'attention et le soin de l'adulte. Oui, puis et en fait, c'est super important pour leur survie finalement qu'ils aient cette compétence Tout à fait. pour qu'on s'occupe d'eux, d'attirer l'attention. Tout à fait. La capacité qu'a un bébé qui pleure de faire venir quelqu'un à lui, c'est extraordinaire. Vous entendez un bébé, on entend un bébé qui pleure, là, on arrête, on va regarder. Oui, on va voir s'il y a quelqu'un pour se Et qu'est-ce qu'il y a préoccuper, voilà, voilà, de façon complètement instinctuelle, aux personnes, même un homme adulte, ne restera insensible au fait qu'il y a un bébé qui pleure. Oui. Et oui, après, c'est vrai que même pour nous, adultes, c'est un peu notre futur, cet enfant. Oui, On a besoin pour Oui. Que l'humanité voilà, on a besoin de continue, s'occuper, y compris des de enfants des s'occuper autres. des enfants. Voilà, oui, oui. Y compris des enfants des autres. On ne peut pas laisser crever les enfants comme ça. Ah oui, Donc, pour en revenir au père, Mm. et donc toute la théorie psychanalytique, qui est très riche, mais qui est quand même incomplète maintenant. Ah oui, le monde a changé. Oui, 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 c'est-à-dire qu'elle a été faite dans un certain monde, et quand on la met à un autre monde, il faut un peu changer des choses. Oui. Et, donc là, le rôle du père est en grande partie celui de séparateur de la mère, parce que le danger qu'a l'enfant très dépendant des humains, c'est d'être dépendant d'une seule personne, Oui. à savoir sa mère. Mhm. Danger pour l'enfant, danger pour la mère. Danger pour l'enfant qui n'arrivera pas complètement à l'âge adulte, danger pour la mère qui n'arrivera pas à se débarrasser de cet enfant. Aussi, voilà, oui, oui. Aussi, oui, oui, oui. Et retrouver son rôle de femme. Voilà. Et ce qui permettra à l'enfant aussi d'avoir un modèle de ce que c'est un adulte. Oui, oui, oui. Pas Alors, seulement une mère. Phénomène que, à mon avis, les psychanalystes et même les psychologues n'ont pas assez vu. C'est l'intérêt pour la mère du détachement. Oui. Que les penseurs féministes ont vu, ont détecté que la mère ne soit pas l'esclave de son enfant. Ah non, Sauf que les penseurs féministes, ils ont, à mon avis, oublié de dire que pour qu'elle ne soit pas l'esclave de son enfant, il faut qu'elle abandonne une partie du pouvoir. voilà, Qu'elle abandonne à qui? Au père. Au père. Ah oui, oui. Ouais, Donc la mère qui dicte au père sa conduite ne se rend pas compte qu'elle est en train de se démolir. oui. Et oui, où elle se retrouve en fait à tout porter, quoi. Elle se retrouve à tout porter, à se plaindre qu'elle porte tout, Oui. et pas arriver à lâcher. Ah oui, il y a vraiment une ambivalence. Oui, 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 oui. Oui, oui. Et puis en plus, on imagine avec toute l'histoire, toute la rancœur que peuvent avoir des femmes vis-à-vis des hommes. Oui, oui, À notre oui, oui, époque, oui. Je trouve ça assez, Oui, oui. Je porte assez tout. net. Voilà, oui. Oui, tu portes tout, mais est-ce que tu es prêt à lâcher? Voilà, eh ben, pas forcément. C'est-à-dire, oui, j'ai envie de lâcher, c'est-à-dire dire, écoute, ben, aujourd'hui tu viens t'occuper de l'enfant parce que j'ai autre chose à faire, puis après tu fais ceci, puis après tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et ça marche pas. Si on veut lâcher le poids de son enfant, il faut en lâcher aussi la responsabilité, c'est-à-dire pouvoir se dire à un moment, ben, si On peut l'abandonner, finalement. voilà, s'il est avec son père, je pense à autre chose. L'abandonner un peu Oui, 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 oui. à son père et à tout ce qu'il peut faire. Il y a... Quand on repense à la femme qui vous disait ça dans le métro, Oui, hein, on imagine c'est inconcevable. c'est inconcevable. Si elle a besoin d'intervenir comme ça. Mais oui. Et en plus, le métro, c'est quand même pas un lieu où on accoste facilement les gens. Oui, Donc là, oui, c'est oui. ça devait vraiment, cette image que vous lui renvoyez, ça devait vraiment la mettre dans l'inconfort, dans le danger, dans le Voilà, stress. donc elle est dans la situation, peut-être, hein, Oui, oui. de ce qu'étaient les hommes au début du XXe siècle, quand on disait qu'une femme allait être avocate. Oh, c'est pas possible. Cette dame était peut-être dans la... Mais c'est pas possible, un homme qui est avec ses deux enfants, quoi, et dont un bébé. Ah oui, oui, donc et maintenant il y a vraiment... c'est vrai que maintenant on peut tous accéder à un plus large répertoire comportemental. Oui. Mais alors c'est là où finalement il y a du flou aussi qui se met sur la fonction paternelle, la fonction maternelle. Oui. Où il y a, moi j'ai vu l'exemple de pères qui sont finalement aussi tellement proches à s'occuper des enfants que ils remettent un peu en cause, ils créent du doute chez la mère finalement. Oui, 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 oui. Où elle se perçoit comme incompétente, Oui. comme le père est toujours à Oui. prendre le dessus. Oui, 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 tout à fait. Donc à vouloir trop bien faire des Il fois. faut trop bien faire, oui, oui, oui. Avec le risque, alors là, je vais revenir à ça,
Oui. Et ce que je peux voir, moi, dans mon cabinet de psychologie et sexologie, c'est que c'est la sexualité parentale qui va souffrir là-dedans. Et voilà, oui. Ouais. Où elle, Ouais, oui, parce que une forme de démasculinisation. voilà, l'homme se comporte comme une femme finalement. Voilà. C'est encore, Et il y a aussi ça, je pense, dans la fonction paternelle, ce rôle Oui. du père aussi, de donner confiance à la mère. Oui. Parce qu'on a une époque quand même où il y a toujours du conflit de génération, il y a toujours la mère qui reçoit plein de conseils sur ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle fait bien et pas bien. Et finalement, je pense que le père, il a aussi cette fonction de protéger un peu sa compagne. De protéger Dans sa sa fonction compagne, de la libérer de certaines fonctions, justement, en particulier la fonction de socialisation, et j'insisterai Oui. là-dessus, la fonction de l'apprentissage à l'enfant de la prise de risque. Oui, oui, c'est bien développé Oui. dans le livre Oui, 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 de oui. Le Camus. Ça, Oui, oui, oui. Il y La- a vraiment ça, même il le montre sur le langage, Oui. où le père va être plus exigeant sur le langage de l'enfant. Oui. De le faire répéter de manière à ce que ce soit compréhensible, quand la mère va comprendre un peu ce genre de proto-langage. Oui, 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 oui. Elle va faire un plus grand effort d'adaptation Voilà. pour faire l'économie du boulot à son enfant. Ce qui, évidemment, chez le tout petit enfant, est excellent, parce qu'il faut, mais qui va devoir petit à petit changer. Et justement, là, les fonctions maternelles et paternelles, elles vont évoluer l'une par rapport à l'autre dans le temps. Le moment où il faudra dire à un gamin, ben maintenant tu te débrouilles. Et oui, oui. Voilà. Et surtout avec le langage, on sait à quel point c'est important, Oui. avec tout le travail de Bourdieu par exemple, Oui, 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 oui. sur comment se positionner Voilà, l'enfant, socialement. c'est pas faire les lacets de ses chaussures. Bon, la mère, je dirais un peu caricaturale, va systématiquement se baisser pour lui faire. Évidemment, quand il a 2 ans, c'est très bien. Quand il a 5 ans, 5-6 ans, qu'elle continue à faire, c'est là que le père va dire à sa femme, écoute, je m'en occupe. Puis dire, gamin, bah, tu te débrouilles quoi. Et si tu n'as pas fait ça dans 2 minutes, bah, tant pis, on va pas au parc. Quitte à brusquer un petit peu pour obliger l'enfant à prendre des risques et à aller prendre sa place dans la vie sociale, Oui, et pas avoir toujours maman. Voilà. Qu'il ait son autonomie. Oui, et ce qui permet aussi à la mère, à un moment donné, de lâcher et de retrouver ses activités, sa vie de femme et d'être humain en général. Oui, parce que par là, elle constate la compétence de son enfant. Oui. Donc aussi, elle se sent quelque part rassurée. Elle se sent rassurée, elle peut pouvoir accepter ce détachement progressif de son enfant, non seulement l'accepter, mais s'en libérer aussi, et pas avoir un enfant qui va rester dans sa dépendance tout le temps. Oui, mais c'est assez marrant cette histoire de lacets. Moi, j'en suis plein là avec mon oui. fils, là. Et où il rechigne à faire ses lacets parce qu'il soi-disant il sait pas faire. Oui. C'est assez. Oui, et j'insiste sur le fait que cette répartition des rôles père-mère, on est un peu caricatural parce que ça peut bouger les autres, mais c'est par essence conflictuel. Oui. C'est par essence conflictuel. Oui, c'est cette opposition. Oui. C'est de cette opposition qu'il faut que accepter finalement l'enfin va s'identifier un peu aussi. Oui. Il faut pas être la copine l'un ou l'autre, il va être entre les deux, quoi. Oui. Et puis qu'il a affaire à 2 points de repère, il a affaire à 2 pouvoirs. Moi, je compare ça beaucoup à la séparation des pouvoirs dans la démocratie, qui est conflictuelle. S'il y en a qu'un qui commande, il n'y a pas de conflit. S'il y en a plusieurs, il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Oui, je ne sais plus qui c'est qui disait que la démocratie, c'est le régime du dissensus. Oui, c'est ça. Surtout pas du consensus, sinon ce serait de la tyrannie. Voilà. En fait. Voilà. Et on est en général inquiet, en ce moment en particulier, lorsque tous les pouvoirs semblent être d'accord. On dit il y a anguille sous roche. Et c'est ce que peut ressentir un enfant, s'il le ressent. Papa et maman seront toujours ensemble face à moi. Voilà. Ah oui. Du coup, ça finalement, donc je n'ai pas de recours. Je n'ai pas de recours. Ah oui. Avec finalement un peu de dissensus dans le couple. Oui, ça donne de l'espace. Il peut y avoir un recours. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas que l'enfant puisse à un moment jouer ses parents l'un contre l'autre, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de consensus non plus. Pas trop de dissensus, pas trop de consensus. Pas le consensus absolu. Que chacun des parents puisse à un moment assumer le désaccord. Oui. Quitte
à plus tard se mettre d'accord. oui, quitte à plus tard se mettre d'accord, Ouais. mais quitte à dire à un enfant, moi, j'aurais accepté ça, mais ton père te l'a interdit, donc tu le fais pas. Voilà. Et que l'enfant sache que moi je ne suis pas d'accord, mais je me plie sur ce plan-là, je me ramène à l'autorité de l'autre. Ou au contraire, je me ramène au laxisme de l'autre. Je te l'avais Voilà. interdit, mais puisque l'autre l'accepte, voilà. Quoi. Voilà, pour cette fois. Ou voilà, si c'est des petites choses, Oui. avec consensus sur les choses graves, mais qu'il puisse y avoir, oui, aussi du dissensus. Oui, oui, et puis l'enfant va trouver sa place. que l'un lâche un peu Oui. lâche du pouvoir à l'autre aussi. Oui. Voilà. Ce qui est aussi sain pour les parents eux-mêmes, et Oui. en particulier pour les mères. Pouvoir dire à un moment, à mon avis, il n'y a peut-être pas assez de mères qui le disent, là, c'est son père qui a pris la responsabilité, moi, s'il y a une connerie, c'est lui qui C'est celui qui assumera, oui, Ouais, oui, oui. ouais, Ah oui, oui. ouais, Et c'est aussi en ça que ce père va grandir en tant que père. Oui. Oui. Hein, en faisant des erreurs, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, de toute façon. Voilà, en faisant des erreurs, en ayant plutôt ce rôle de celui qui va prendre des risques et faire prendre des risques à son enfant et assumer des Et erreurs. assumer derrière. Quitte à ce qu'il demande après à la mère de l'aider à récupérer l'erreur, Oui. de faire un jeu de passe, quoi, avec des rôles différents. Alors, le Camus et ses copains, je crois que c'est surtout Chantal Zaouche qui a pris la suite de Le Camus. Moi, je connais personnellement le Camus, hein, il Oui. était à mon jury d'habilitation. On se tutoie, on se connaît, je l'ai un peu perdu de vue, mais Oui. il est à la retraite maintenant. Donc l'équipe a fait une étude qui a une conclusion intéressante sur le rôle du père. Ils ont repéré 3 types de pères, ils ont catégorisé 3 types de pères. Ils ont pris un père non impliqué, un père impliqué dans un rôle identique à la mère, et un père différencié, impliqué, différencié. Ils ont les 3. Et après, ils ont étudié le comportement des enfants dans une situation classique d'éthologiste, dans une situation conflictuelle avec d'autres enfants. Après, des petits-enfants, la situation typique, c'est l'enfant joue, et puis il y en a un qui veut jouer avec lui, qui veut lui prendre son jouet. Oui. Et ce qu'ils disent, c'est que les enfants qui ont un père non impliqué vont réagir plutôt en agressivité, c'est-à-dire c'est à moi, je t'envoie promener. Les enfants qui ont eu un père non différencié, impliqué non différencié, c'est-à-dire maternant, vont avoir plutôt tendance à réagir dans la soumission, c'est-à-dire je laisse le jouet pour avoir la paix. Oui. Et les enfants de parents différenciés auront tendance à réagir dans la négociation. Ah oui, oui. C'est-à-dire, je t'envoie pas promener, Oui. mais tu ne me piques pas mon jouet non plus. Voilà, oui. Donc, on peut peut-être jouer ensemble, on peut peut-être faire Ouais, quelque chose. Donc, c'est intéressant comme conclusion. Je ne connais pas tout leur processus, hein, c'est des éthologues, c'est des gens qui travaillent très très minutieusement, Oui. mais ils avaient cette idée qui se dégageait assez bien. Ah oui, oui. Donc, ils plaideraient bien sûr pour la position différenciée, Voilà. impliqué différencié. Impliqué, différencié. Impliqué, Voilà, différencié. ouais, ouais. Mais plus cette situation va être impliquée, différenciée, plus elle va devoir faire face au conflit parental. Oui. Si on laisse la mère tout faire, il n'y a pas de conflit. Voilà. Voilà. Si on lui dit c'est moi le patron à la maison, tu t'écrases quand j'ai dit, il n'y a pas de conflit non plus. Oui. Voilà. Alors que là, c'est toujours impliqué et différencié, il y a toujours un équilibre, il y a toujours une négociation, un équilibre dynamique il faut toujours qui est renégocié un peu chaque jour. Voilà. Finalement, hein. Il faut toujours être en train de dire il ou elle n'est pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui cède? Est-ce que je l'engueule? Ou est-ce qu'au contraire, je négocie? C'est pas étonnant que ça incite l'enfant à être aussi à négocier les situations conflictuelles. Oui, parce que rien n'est jamais établi finalement. Rien n'est jamais établi. Là, dans les 2 exemples, par exemple, où l'enfant avec le père non impliqué va être plus violent, il y a vraiment ou qu'il abandonne, il y a vraiment deux extrêmes en fait. Il y a deux extrêmes. Où sa réaction est finalement conditionnée, comme si tout était déjà écrit d'avance, quoi. Oui, et je dirais, mais ça c'est mon interprétation, que dans le cas donc, du père non présent, l'enfant va avoir un comportement plus animal, c'est-à-dire on vient sur mon territoire, je mords. Voilà, ouais. Dans le cas des parents trop maternants tous les deux, il va avoir une posture presque angélique, Oui. c'est-à-dire
ben, je fais confiance aux autres, je me laisse déposséder. Ouais, ouais. Et que dans le troisième cas, il a une attitude humaine, c'est-à-dire d'accepter qu'entre humains, on a besoin les uns des autres, mais on est tout le temps en train de se marcher sur les pieds. Oui, voilà. Voilà. Donc Ouais, si faut j'agresse négocier tous les notre gens qui espace. jouent, qui viennent me prendre mes jouets, j'aurai jamais de copains. Si je me laisse faire, ben, ils vont me tondre la laine sur le dos. Donc Oui. il faut que je sois toujours en train de dire, bah oui, voilà, on va jouer ensemble, on va faire. Et c'est la vie humaine. Et oui, oui, alors, On ne peut pas résoudre les problèmes uniquement par agression, on non. ne peut pas les résoudre uniquement par soumission. Voilà, les il faut résoudre qu'il y ait par cet entre-deux. Hein, voilà, qu'on est négociation, toujours- affirmation, c'est dire je vais tenir compte de toi, mais tu tiens compte de moi aussi. Ouais, c'est marrant parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans le fonctionnement du corps, hein, cette recherche d'un équilibre avec la température, le pH. Oui, Il y a toujours on est toujours assez vacillant, toujours sur le fil. Oui, avec le fonctionnement des deux systèmes sympathiques. Voilà, aussi, oui. et qui se- Ouais, ou le repos, ou l'agressivité, Oui, oui, ou l'exercice. oui, tout à Oui, fait. oui. Et qu'on Donc, retrouve dans donc le- c'est, bah oui, on se dit que finalement cette loi un peu du corps Oui. se retrouve dans un équilibre de Oui. loi sociale. Oui, De et négociation d'apprentissage. et puis de besoin de l'autre. Voilà, et d'apprentissage de la vie. L'apprentissage que la vie est bourrée de situations conflictuelles Voilà, ouais. et qu'on en a besoin. Et oui, c'est ce qui nous fait avancer. Ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous fait grandir, devenir adulte. Besoin, et constamment dans des forces qui nous tirent dans des directions différentes, et il faut qu'on mette le curseur au bon endroit, mais c'est ça qui donne aussi la liberté humaine. Oui. Oui, et ce curseur, du coup, de le mettre au bon endroit, ça serait quand même toujours d'abord autour de notre intérêt propre à nous Oui. dans un premier temps, finalement. Oui. Pour survivre, et puis pour rester même pour ceux qui pourraient être en santé, et même du coup pour être assez en santé pour pouvoir après s'occuper de nos enfants, de notre compagne ou de notre compagnon. Oui. Pour s'occuper des autres dont on a besoin, sans qu'ils vous bouffent. Voilà, oui. S'occuper des autres Sans se sacrifier. voilà. Sans se sacrifier, sans exploiter l'autre, mais sans se sacrifier à lui non plus. Donc, toujours dans cette, voilà, j'ai besoin de toi, mais il y a des moments où, bon, J'ai besoin le casse-pied d'un quand peu même. d'air. C'est un peu, voilà. Ouais, vraiment quelque chose comme ça. Et donc cet équilibre avec tous ces différents rôles, avec cette palette de rôles à laquelle on peut plus facilement accéder, hein, on s'aperçoit que finalement on a quand même toujours besoin de s'organiser autour de notre polarité, masculin ou féminin, un peu aussi pour être dans la continuité finalement de l'expression de nos gènes. Oui. Hein, parce que Tout à fait. trop se comporter, et c'est plutôt les travaux de Marie-Françoise Noguès qui mettent ça en avant, ce côté sur qu'à trop se comporter comme une femme, du coup notre ADN va se rendre d'abord silencieux, puis peut aller jusqu'à muter et faire cancériser les cellules finalement. Voilà. Vraiment, Abandonner son chromosome Y, c'est Voilà. pas la bonne solution. et non, enfin, en tout cas, c'est une solution qui comporte des risques a priori pour le fonctionnement du corps et de la santé. Oui. Pour moi, c'est justement la situation extrême de soumission. C'est-à-dire, je résous le conflit en l'acceptant. Oui, puis en m'ignorant. En m'ignorant, voilà. Je m'écrase. En- Je m'écrase pour avoir la paix, en gros. Voilà, ouais. L'autre pôle étant, je tape sur toute personne qui me gêne. Voilà, Les deux, bah oui. Non, les deux sont totalement absurdes. Les deux sont Faut totalement vraiment absurdes réussir à trouver à garder un équilibre pour finalement conserver sa vie. Oui. Parce que dans les deux, on finit forcément mal. Soit en prison, soit malade. Et on a besoin de l'altérité, y compris quand elle vous gêne. Oui. Et dans la fonction parentale, c'est très très net. On a besoin de l'autre parent qui va vous gêner. Et en particulier, et ça, moi, je le dirais surtout aux mères, il faut avoir un père qui, par moment, vous dit « Non, c'est moi qui décide ». Oui. Parce que ça donne de l'air. Il vous lâche quelque chose, et puis si quelque chose se passe mal plus tard, il aura sa responsabilité. Vous n'aurez pas à porter tout le poids. Oui. On a besoin de ses adversaires. Je peux citer une anecdote amusante. Il y a un grand psychologue qui s'appelle René Caes. J'ai eu la chance d'être à son pot de retraite à l'université. Il a commencé par son discours en disant « Je ne vais pas remercier mes amis parce qu'ils le savent, mais je vais remercier mes ennemis. » Oui, de l'expression de garder ses ennemis encore plus proches. Voilà, il faut avoir des ennemis.
Oui, parce que ce sont des bons révélateurs Ce sont des bons révélateurs. Voilà. de nos écarts finalement. Oui, ils sont des bons. Voilà, on se laisse pas aller si on a des ennemis, parce qu'ils vont nous venir. Il faut que ce soit des gentils ennemis qui ne sont pas trop là pour venir vous bouffer, Voilà. mais on sait quand même. Dans nos professions libérales, on sait que c'est important qu'il y ait de la concurrence. Il faut qu'il y en ait d'autres. C'est un peu un aiguillon. C'est un peu un aiguillon. Si on avait absolument tous les clients qu'on veut, qu'on n'ait rien à faire, on ne travaillerait plus. Voilà, on travaillerait plus. Enfin, on ferait toujours la même chose. Voilà, on débite comme ça, on s'en fout. Alors que là, on sait qu'il y a d'autres. Alors que ce serait super. En plus, cette facilité, ça rendrait notre profession complètement déprimante. C'est complètement si on se réveillait le matin pour appliquer toujours la même thérapeutique, ça serait... il n'y aurait vraiment plus d'intérêt. L'intérêt là, de continuer à se former, de remettre en question sa pratique. Oui, on sait très bien même si on ne le vit pas, qu'il y en a d'autres qui font autrement. Donc il faut rester dans le vent, quoi. Il faut rester dans cette altérité. Voilà. Et l'altérité qui est parfois concurrente et qui est parfois conflictuelle. Oui. Si on en revient aux parents, oui, l'altérité parentale, elle est conflictuelle et il faut accepter ce conflit. Et c'est ce qui nous fait évoluer en tant que parents. Oui, tout à fait. En plus, on a toujours besoin d'évoluer en tant que parents. Avec les enfants changent vite, ils grandissent. Oui. Ils n'ont pas les mêmes attentes. Moi, je sais que je me retrouve souvent désemparé des fois quand ils passent des stats qui évoluent. Je me dis, comment je vais répondre à ça. Alors maintenant, je réfléchis plus trop. Maintenant, je réponds un peu ce qui me vient. Oui. C'est bien plus simple. Et puis, oui, l'éducation parentale, c'est pas l'éducation scolaire. On n'est pas le maître de ses enfants. Donc elle n'est pas uniquement fondée sur la raison. Vouloir fonder l'éducation parentale uniquement sur la raison, dérive que j'ai vu, moi, de parents qui ont toujours leur manuel de ceci, c'est l'arbre, il faut faire comme ci dans ce cas. Ça va faire perdre la dimension affective. Y compris les erreurs affectives, c'est-à-dire le jour où on envoie promener son enfant parce qu'on est énervé, alors qu'il y est pour rien. Les parents culpabilisent. Évidemment, si c'est à chaque fois, c'est catastrophique, mais que parfois l'enfant puisse ressentir qu'il y a un mouvement viscéral d'un de ses parents, ça va pas être mal non plus. Oui, qui capte un peu, qui se branche sur les émotions aussi de ses parents, qui puissent sentir qu'on a ça, qu'on a ça qui nous anime. C'est ça. Et que les parents ne sont pas à mon service. Ils ont aussi leur psychisme à eux. Et il y a des moments où je les gêne et ils me le disent. Voilà, Et comme ils sont plus forts, je suis obligé de faire avec. Oui, puis ça prépare bien la réalité d'une vie d'adulte aussi. Une vie d'adulte, il y a des moments, on est bien obligé de s'incliner. Oui, mais il y a un psychanalyste suisse, je sais plus son nom, qui dénonce ça, ce côté où tout est traumatisme. Où on est arrivé en retard pour le chercher, alors il va être traumatisé ou quelque chose comme ça, et que de plus en plus le langage psy un peu déborde sur les parents, comme vous disiez du coup, et qui sont toujours avec le manuel, à vouloir tout penser, tout contrôler, comme moi je l'ai pas mal été avant, je pense. Et qu'en fait c'est vrai qu'on a besoin de leur communiquer qu'on fait des erreurs, qu'on les assume, que c'est ça être adulte. Et aussi d'avoir qu'on s'autorise à avoir accès à nos émotions et de les laisser passer. J'ai eu ça récemment avec une dame dont le mari et le père de ses enfants est malade et qui me disait qu'elle n'osait pas pleurer devant ses enfants. Et donc par peur de les traumatiser, il me semble. Je sais plus si elle a utilisé vraiment ce mot. Mais en fait, il y a quand même quelque chose où la situation est triste et finalement il est nécessaire de vivre en tant que tel. Elle est malade, elle est triste. La tristesse va exprimer aussi l'amour qu'elle a pour cet homme. Voilà. Oui. Alors, et en plus, ça m'a beaucoup renvoyé à moi-même qui osait pas trop assumer ma tristesse. Et finalement, ça partait plutôt en colère. Oui. J'avais un fonctionnement un peu comme ça, et quand je l'ai partagé à cette dame, elle dit effectivement que ça lui parlait, ce genre de... plus on veut contrôler les émotions, et finalement plus on est leur marionnette, j'ai l'impression.
Oui, oui. Et ça, moi, je dirais que c'est un comportement hyper maternel. Oui. De vouloir les protéger de Voilà. leur tristesse. Ouais. Hyper maternel au sens presque de l'animal de la mère, c'est-à-dire même l'enfant petit, c'est l'enfant passe avant moi. Oui. Ah oui, oui, oui. L'enfant passe avant moi. Beaucoup de femmes disent, enfin, qui ont bien vécu leur maternité, que c'est amusant parce que c'est souvent des conflits entre couples. Oui. Se lever la nuit pour nourrir son enfant n'est pas un problème. Pour elle. Oui. L'enfant pleure, elle se lève, elle nourrit son enfant, surtout quand elle nourrit au sein, et ça n'est pas un problème, c'est-à-dire qu'elle ne le ressent pas comme une privation, comme une corvée ou autre. Oui. Et que le père, ça le fait, bon, ça le gonfle. Eh ben, oui, c'est parce que c'est un comportement très maternel, il y a un mécanisme automatique qui va faire que, bon, elle fait comme ça, c'est bien, puis c'est Oui, c'est après, bien pour tout le monde. et après, ça Et là, adapté après, jusqu'à un certain âge de l'enfant. Voilà, et après, il va falloir que ça disparaisse, ça, Mhm. petit à petit. Sinon, encore une fois, l'enfant ne va pas passer à un autre stade, et la mère ne va pas arriver à se débarrasser de cet enfant, elle ne pourra pas revivre son autre vie. Oui. Donc c'est important, justement, que le père joue ce rôle à ce moment-là, mais qui est aussi un rôle difficile pour la mère. Tu dis, ben, il me le prend, mon Voilà. enfant. Oui, oui. Et puis, Mais il y a un ça peut moment où il faut que ça se fasse. lui renvoyer de l'incompétence, finalement. Oui, alors si elle se vit en mère toute puissante, Mhm. eh ben, ça va être terrible, et puis elle va s'engueuler avec ça. Mais si elle accepte si elle accepte son incomplétude, c'est-à-dire qu'à un moment il faut du masculin qui s'implique là-dedans, Oui. même si c'est difficile pour elle, alors là, elle va se libérer, elle va pouvoir retrouver toute sa personnalité, sa féminité, et dire à un moment, lui c'est lui et moi c'est moi, quoi. Mon enfant c'est mon enfant, je ne vais pas le laisser tomber, je l'aime. Enfin, il y a des moments où c'est moi d'abord. Et oui, oui. Oui, puis elle en a Voilà. besoin, elle, Oui. même pour être en santé, pour être en forme et pour pouvoir continuer de s'occuper de son enfant. Quoi. Oui, oui. Si elle tombe malade et qu'elle ne produit plus de lait, elle ne peut plus nourrir son enfant. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc, elle puisse à un moment donné passer la main, et parfois il faut la lui prendre, il faut un peu lui forcer la main. Le rôle paternel est difficile là, au moment où il faut qu'il force la main. C'est les femmes qui disent, écoute, non, je suis désolé, mais bon, là, c'est moi qui fais. Oui, mais de toute façon, le rôle paternel, c'est beaucoup ça. Oui, parfois frustrant. De cadrer, de séparer. Oui. Et après, c'est ce qui va permettre aussi, in fine, de socialiser. Quoi. Oui. C'est toute cette séparation Oui. et cette exigence, comme on disait avant avec le langage, qui va lui permettre de socialiser, de se positionner, de lui donner un peu des armes pour trouver sa place. Quoi. Oui, de se débrouiller sans avoir à faire recours aux autres, à la mère ou aux parents. Ouais. Et c'est aussi ce qui va permettre, dans une bonne relation conjugale, de relancer justement la relation conjugale non parentale, l'autre aspect, de pouvoir dire pour un homme à sa femme, à la mère de son enfant, attention, n'oublie pas que tu es d'abord ma femme. Oui. Oui, un peu. Donc il y a des moments où tu vas lâcher cet enfant pour redevenir ma femme. Et dire, ça c'est, alors là on est en plein dans la psychanalyse, c'est le tiers séparateur, dire à l'enfant, attention, ta mère était ma femme avant d'être ta mère. Voilà, oui. Donc j'ai un droit de préemption. Et puis tu viens pas me la piquer d'abord. C'est ça. Oui. Et il y a un moment où il faut que tu acceptes que ta mère elle n'est pas là, parce qu'elle est avec moi. Oui. Donc accepter aussi cette frustration, le père reste un homme, quoi. Le père reste un homme, il a ce rôle très important. Et c'est lui qui va sortir aussi sa femme de son rôle de mère. Oui, il va la sortir, il va les aider à se séparer, même si c'est parfois un peu dur, même s'il faut qu'il mette son autorité en disant, gamin, tu restes dans ta chambre. Voilà. Et par rapport à ce qu'on disait au début, qu'un bébé qui pleure, on le laisse pas trop pleurer. Oui. Là, pouvoir dire, à un moment, on le laisse pleurer parce qu'on détecte que ces pleurs ne sont plus des pleurs de détresse, mais des pleurs de tentative de prise de pouvoir sur sa mère. C'est-à-dire que le bébé, il n'est pas idiot non plus, il a compris son pouvoir avec ses pleurs. Donc à un moment, il en abuse. Et si on ne lui apprend pas qu'il ne faut pas en abuser,
eh bien, ça ira pas, parce qu'il fera comme la fameuse histoire du type qui dit au secours je me noie pour faire marcher les gens, puis le jour où il se noie réellement, il n'y a personne qui vient le chercher. Voilà. Donc il faut que le bébé apprenne aussi à ce que ses pleurs aient une valeur réelle, qu'il pleure quand il est mal, et pas simplement qu'il pleure parce qu'il a envie d'avoir maman. Et ça, il va l'apprendre, c'est pas très facile pour lui. Cet outil, Oui, c'est ça, pour pas qu'il tire la sonnette tout le temps. Et c'est ce qui va aider la mère aussi à retrouver son rôle de femme non maternelle, y compris dans le côté entraînement par l'homme, pas soumission, mais entraînement par l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais utiliser la masculinité, et en particulier le désir sexuel de mon partenaire, pour me détacher de mon enfant. Finalement, quelle est la limite entre un père paternant qui soit pas maternant, en fait. Oui, voilà, on peut pas fonctionner comme on fonctionnait au début du XXe siècle, c'est pas possible, les rapports entre les hommes et les femmes sont pas les mêmes, donc on peut pas avoir la même chose. Mais n'empêche que il semble important, et Camus le dirait comme moi, qu'il y ait une différenciation. C'est le grand débat actuellement, la différenciation des sexes. On a tendance à vouloir éliminer. Alors, une chose est de l'éliminer dans la politique. Un genre d'égalitarisme. Oui, une chose est d'éliminer. Et même dans les comportements. Oui. On confond même droit et identité de comportement. Ah oui, même droit. Oui, même droit qui sont très naturels. Alors que les comportements, bon, ça peut être assez normal qu'ils soient encore polarisés. C'est encore polarisé. On n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes, même sur les cerveaux, quoi. Même sur les cerveaux. On ne fonctionne pas du tout. Les corps, les corps aussi. C'est pas le même corps, on n'a pas les mêmes cerveaux, on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Je ne vois pas pourquoi on devrait absolument être pareil. Et après, c'est ça aussi qui m'amenait à cette histoire de père paternant. C'est aussi le côté du père qui peut être suspecté d'inceste, finalement. Ah oui, voilà. C'est le grand sujet actuel. Qu'on peut retrouver un peu dans le regard quand on est assez proche de ses enfants, on peut retrouver dans le regard de proches ou même d'autres adultes. Oui. Donc il y a de toute façon une frontière très délicate, c'est la frontière de l'affection, du toucher corporel et celui de la sexualité. Ce que dit l'interdit de l'inceste, c'est tu n'auras pas de rapport sexuel avec les gens, avec tes enfants. Et avec tes enfants et avec tes frères et sœurs. Voilà, on pourra le dire comme ça. Tu n'auras pas de rapport sexuel. On peut même le pousser plus loin en disant tu n'auras pas de désir sexuel. Sauf que la proximité des corps peut engendrer ceci. Et un petit enfant, on a une intimité sexuelle avec un petit enfant. On lui fait prendre le bain, il suffit de faire prendre le bain à une petite enfant. Moi je dirais intime plutôt que sexuel, non ? Oui, intime, mais après en même temps, quand on les savonne... Dans les savonnes, oui... On est un peu obligé de les toucher, finalement. Obligé de les toucher, quand on est une petite fille, il y a de l'intime dedans, un petit garçon aussi, et très vite, il va y avoir une différence là, et puis en plus, si on les nettoyait mal et qu'ils avaient des infections et des rougeurs à ces parties, on serait suspect. On serait suspect en plus. Comme il y a un exemple dans votre livre oui, d'un père où le pédiatre dit c'est cette rougeur sur le sexe de la petite fille, je me référais à la gendarmerie. Et alors là, pour le coup, il y a un vrai traumatisme du père et de la mère et de l'enfant qui se retrouve au poste. Avec des balais. Donc, il y a une question d'intimité, oui, qui après va évoluer, mais c'est aussi par rapport à leur père, par exemple, que les filles vont aussi construire leur féminité. Bon, qu'est-ce que ça... comment on dit à sa fille qu'elle est belle, par exemple. J'imagine, on rentre dans la salle de bain, la fille est en petite tenue, c'est une belle fille. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit pas ? On lui dit ça peut être incestueux, on lui dit pas, elle se dira je suis moche, même mon père il me reconnaît pas. Donc la frontière est super délicate. Alors en mettre une frontière sous forme d'un mur en béton armé,
ça ne sera pas terrible. En mettre pas du tout, c'est catastrophique. En mettre une trop grande, ça ne donnera pas de bons résultats. Mais de toute façon, déjà de rentrer dans la salle de bain Oui, sans frapper avant, oui, mais c'est déjà. il y a un âge où on ne va plus le faire et il y a un âge où on le fait. Mm. Quand un enfant est dans la salle de bain et se ferme, on lui dit ah non, tu ne te fermes pas dans la salle de bain. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir un accident, il peut se noyer, Ouais. il peut avoir un truc. Donc, et puis il y a un moment où on va dire non, il est assez grand pour qu'on ne rentre plus. À quel moment? Et voilà, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui Pareil permet pour de déterminer? rentrer dans leur chambre, Et oui, à quel moment il faut frapper, à quel bah, moment il faut frapper? avant d'entrer dans leur chambre. Voilà, à quel moment? Comment des parents surveillent un peu leur adolescente, savoir quand est-ce qu'ils vont lui dire qu'elle va avoir des règles, quand est-ce qu'ils vont le faire. C'est quand même très intime. Je me souviens, c'est un exemple personnel, qui va m'apprendre, j'ai vécu avec ma fille quand elle était adolescente, qui va lui apprendre à mettre un tampax. Ouais. Pour moi, c'est pas moi. Oui, bah C'est non, pas le père. Mais le veuf, qu'est-ce qu'il fait? Bah, en général, Il a une copine, il va il chercher demande, des tiers. il va chercher des tiers. Bon, donc oui, c'est là assez caractéristique le moment où on va dire ça y est, je ne suis mon enfant, une intimité avec l'enfant est cassée parce qu'il deviendra autre chose et que cette intimité sera une intrusion. Mais à quel moment on va passer de l'un à l'autre, c'est extrêmement subtil. Et ça fait partie aussi de la responsabilité parentale. Alors attention pour protéger contre le quelque 1/1000 des parents qui abusent, on n'empêche pas les 999 millièmes qui, eux, n'ont pas de problème Oui. d'alimenter l'intimité avec leurs enfants, d'utiliser l'intimité avec leurs enfants pour leur bien. Oui, et puis surtout pour les bébés, hein, la peau, c'est quand même le plus grand organe du corps. Oui. Et en fait, c'est les soins qu'on leur fait, Et oui. ces caresses, ça fait sécréter de l'ocytocine dans Eh le oui, cerveau. Vous connaissez bien ça. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'hormone de l'amour, de l'attachement et quelque part du bien-être. Alors, je parle d'un bien-être. C'est le sens premier, le plus développé à la naissance, et c'est celui qui va rester le plus longtemps à l'âge adulte, à la vieillesse. Ah oui. Le sens du toucher, Le c'est sens celui du qui toucher, ouais. reste le plus longtemps. C'est pour ça que les vieillards aiment bien qu'on les touche. Ah, ok. La vue descend, l'ouïe descend, le goût. Mais au moins, oui. Mais le toucher, il va Il toujours reste rester. là et voilà. Ouais. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. On peut s'appuyer. Ouais. Donc ce toucher, comment on va distancier le toucher avec un enfant? À partir de quel moment on va le distancier et on va le remplacer par un toucher affectueux entre personnes adultes qui s'aiment aussi. Oui. Et puis puis en plus je repense même à toutes ces études un peu récentes sur le pot à pot et les vertus du pot à pot. Il y a vraiment quelque chose qui passe, qui nous dépasse dans cette histoire. Tout à fait. Donc il y en a vraiment besoin de se toucher pour que je pense que l'enfant grandisse. Et peut-être même quelque part ça va jouer sur lui la représentation de son corps, quoi. Sur ce corps qui est si mal aimé à l'adolescence. C'est ça. Donc le corps trop touché, ça va être invasif, mais le corps pas touché va avoir du mal à l'aimer. Je disais tout à l'heure. Il y a ça. Je pense. Voilà, je suis une jeune fille. Si même mon père ne me trouve pas belle, qu'est-ce que je dois être moche. Avec toute sa subjectivité, voilà, tous ces bobards qui me racontent. Voilà, si même lui il s'en aperçoit pas, bon, alors quand est-ce qu'on dit à sa fille, bah tiens, t'es bien coiffée, non cette coiffure te va, ça ne va pas, puis non, et quand est-ce qu'on lui dit aussi, peut aussi, il y a quand est-ce qu'on arrête de rentrer dans la salle de bain, d'une part, et puis aussi quand est-ce qu'on lui dit non, en ma présence tu ne te promènes pas en slip. Voilà, oui. Aussi, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. C'est-à-dire, moi je n'abuse pas, mais toi tu ne vas pas abuser. C'est-à-dire, moi je ne te traite pas comme une femme, je ne te traite pas comme une femme possible pour moi, et moi tu ne me traites pas comme un homme à séduire. Voilà, oui. Parce que ça existe aussi, ça. Oui, c'est vrai. C'est difficile pour une fille de dire à un moment, de lui dire non. Mais ça va être vrai pour un garçon, et c'est même encore plus compliqué. Quand est-ce que la mère dit au garçon, non, tu n'es pas un homme pour moi. Et il va falloir peut-être t'en trouver une femme, et c'est pas facile. Ça sera pas moi. Donc il y a un rituel traditionnel que je trouve assez amusant dans le mariage. C'est
un mariage à l'église. Je ne me suis jamais marié à l'église, entre parenthèses, mais dans le mariage à l'église, il y a un rituel intéressant, c'est que le père amène sa fille, sa fille au bras, et c'est le mari qui repart avec. Donc c'est bien un rituel pour dire, maintenant tu es la femme d'un homme, je suis toujours ton père, mais tu es la femme d'un homme, et moi, je me retire. Oui. Oui, il y a vraiment c'est ça, de cette fonction de où il laisse sa place. Il laisse sa Et puis place. c'est vraiment Il est ça, content l'étymologie du mot éduquer, c'est ça, c'est amener vers l'extérieur. Oui, c'est ça. Oui, c'est le contraire de la complaisance finalement. Oui. Et donc comment on va faire ça? À quel moment on va lâcher progressivement cet enfant, cette fille, puisqu'on en parle, pour qu'elle devienne complètement une femme? Trop tôt, elle va être désemparée, trop tard, elle va être envahie. Mais c'est un peu comme l'enfant qu'on tient par la main quand il ne marche pas. À quel moment on le lâche et on lui fait courir le risque de tomber sur le derrière? Et si on le fait trop tôt, il va se faire mal et il aura peur. Si on le fait trop tard, il ne marchera jamais. Oui. Donc là, mais aussi, c'est toujours, c'est comme dans les relations avec les autres. Exactement. Avec l'extérieur, il y a toujours une négociation, il y a toujours un tâtonnement, des erreurs. Et si on veut pas courir le risque, on fera une erreur pire. On pourra en venir à l'inceste. Si on veut absolument se protéger complètement contre la relation incestueuse, on va faire pire, on va faire bien pire que les dérapages tragiques qui arrivent maintenant, mais qui sont quand même... parce que finalement, ça va suggérer... En voulant faire l'opposé, finalement, on va suggérer ce qu'on... Voilà, on va suggérer... ce qu'on cherche à éviter. Voilà. Et on risque, et c'est un peu le cas maintenant, de suggérer aux adolescentes que leur père est par essence dangereux. Oui. Alors qu'il est dangereux s'il dérape. Oui, puis il y a un côté pas par essence dangereux. On a l'impression que tout le monde a été abusé. Quoi. Oui, l'impression que tout le monde a été abusé, qu'il y a de l'abus partout. Voilà, oui. C'est assez... Bon, ça me trouble pas mal. Parce que oui. Je sais pas si c'était la tradition avant, finalement. S'il y avait quelque chose où les enfants étaient un peu des proies pour les adultes. Et moi, j'en viens à me demander ça finalement. Ou est-ce que c'est pas finalement des abus un peu inventés, un peu projetés, c'est assez difficile. Qu'il y ait des abus, ça me paraît un peu évident. Oui, ça me paraît évident. Et ça, c'est sûr. Qu'il y en ait beaucoup, ça me paraît une évidence non plus aussi, mais relativisons-la vis-à-vis de la population. Si on dit qu'il y en a des milliers. Sur 65 millions. Donc qu'est-ce qui est... Oui, il y a des excès, mais bon, il y en a... Et puis après, il y a où commence l'abus finalement. Où commence l'abus. Et c'est là où, avec toutes ces histoires, je trouve, d'être traumatisé pour un retard, ou ces mots un peu dévoyés qui vont faire finalement le lit d'abus qui on n'était pas vraiment, quoi. Voilà, on n'a pas été assez aimé, on a été trop aimé, on a été mal aimé, on a été... Voilà, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et au final, au final ça nous place toujours un peu en victime. Oh. Oui. Et puis on n'a surtout pas à se remettre en question, de toute façon on est une victime. Donc, on est une victime, et ça empêche justement le détachement par rapport aux parents. Le détachement par rapport aux parents passe par aussi la critique que l'on peut faire par rapport à eux. C'est catastrophique si on ne peut pas critiquer ses parents. Oui. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais faire mieux qu'eux, on ne sera jamais que leur rejeton. Alors que justement, on devient autre chose que leur rejeton. C'est-à-dire le moment où, ça y est, on s'est détaché d'eux, et où, les parents, on les aime bien, je les aime bien ou je les aime pas, mais enfin, même si je les aime bien, il y a des moments... Alors, on n'est pas fait pour vivre ensemble. On n'est pas fait pour vivre ensemble, puis ça a été un peu un excès. Je peux dire, mon père, il était absent, je l'ai jamais vu. Mais quand même, ça va, il a quand même fait son boulot. Ou au contraire, il était tout le temps là, mais alors il me prenait dans ses bras, il disait, bon, puis il y a un moment où j'étais obligé de lui dire, non, stop, t'arrêtes, quoi. Voilà, mais finalement, ce moment où cette personne a dit ça, non, stop, t'arrêtes, c'est là où elle a commencé à poser son identité. Exactement. Donc le grave, c'est s'il n'a pas arrêté. Voilà. C'est pas qu'il n'ait pas été capable d'arrêter tout seul, le grave, c'est qu'il n'a pas arrêté quand la fille le lui a dit. Voilà. Mais dire après, il a exagéré, bon,
Voilà, peut-être qu'à un moment, oui, il n'a pas bien su gérer mettre la limite, mettre la limite. finalement. Mettre la limite. Ouais, il a pas Ça bien su paraît mettre la compliqué limite, il a en pu étant à un parent. moment, voilà, être... Maintenant que je suis parent, je comprends mieux que c'est très compliqué de Oui, gérer c'est- ses limites. c'est- C'est des choses que j'ai pu reprocher à mes propres parents d'ailleurs. C'est vrai que quand on Oui. devient parent, oui. on se calme un peu. Moi j'ai. Et en plus, quelque chose va passer, Ouais. ça peut me passer, en parler personnellement, quand on est grands-parents, en plus, la question va se reposer. Moi, j'ai Ah la oui. chance d'avoir beaucoup de petits-enfants, Oui. et des petites filles, dont certaines sont adolescentes et particulièrement belles, c'est pas que moi qui le dis. Et cette petite fille, quand elle était petite, ses parents me l'ont confiée à ma femme et à moi, parce que ma fille devait aller faire un voyage, etc. Et la petite avait quelques mois, hein, et pendant quelques mois, sa mère et son père étaient au Mexique, et puis il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin on n'a pas eu de contact pendant 5 jours. D'accord. Il fallait s'occuper de la petite fille, et ben voilà, il fallait la baigner, la prendre toute nue, voilà, on a eu une intimité très corporelle. Puis cette petite fille a grandi, maintenant c'est une jolie jeune femme, et voilà, donc la rupture s'est faite petit à petit, mais il y a quand même eu quelque chose d'intime à un moment, et maintenant il y a de la distance, mais c'est une jolie fille, je lui dis, et ça lui fait plaisir. Voilà, ouais. Et oui, et puis avec rien d'autre. Rien d'autre que voilà, je suis content. Une constatation. Une constatation, et ça lui fait plaisir, que son grand-père la trouve belle. Ah ouais. Et ça pas d'ambiguïté là-dessus. Alors. Mais quand même, le passage, là c'était un peu ce passage à 3, avoir eu cette petite fille dans l'intimité après, la rendre à ses parents, qui ont dit merci, puis hop, puis ça y est, on l'a pas vu pendant un certain temps. Là aussi, c'est pas très simple. Mais on a un jeu intergénérationnel qui est intéressant aussi pour les parents, la mère en particulier, bon, qui confiait son enfant à son père, à son propre père, Oui. donc qui faisait jouer tout ça, tous ces jeux générationnels, où toujours la frontière entre l'intime et l'abusif est toujours un peu délicate, quoi. Si on veut trop se protéger contre l'abus, on va perdre le bénéfice de l'intimité. Oui. Si on ne se protège pas assez, on va rentrer dans l'invasion. Pour moi, il n'y a pas de solution idéale. Oui. C'est toujours une renégociation. Toujours un rapport dialectique entre les deux, voilà. Et qui va varier d'une personne à l'autre. Et après, sur la fonction des grands-parents, c'est quand même vraiment intéressant, cette distance finalement. Oui. Ça va aussi permettre de mieux s'entendre. Oui. Entre les petits-enfants et les grands-parents, oui. Il y a une complicité qui dépasse un peu les parents, là. Oui. Et où on les découvre tous les deux finalement dans des figures nouvelles. Oui. On découvre nos parents dans cette complicité avec nos enfants comme on les a jamais forcément vus avant. Et nos enfants pareil dans cette complicité. C'est vraiment une ouverture qu'apportent les grands-parents. Une ouverture et c'est une ouverture sécurisée en plus. Oui. Et un avis différent. Oui, une ouverture sécurisée, un avis différent. Oui. Ma fille avait aussi un rapport très très fort avec sa grand-mère, même ma propre mère. Et ma mère disait parfois, ah ben si c'est ton père qui l'a dit. Donc une façon d'exprimer qu'elle n'aurait pas fait pareil, mais qu'elle se contentait de son rôle de grand-mère et qu'elle n'allait pas usurper le rôle du père. Et c'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant pour l'enfant qui sait qu'il y a des avis différents de personnes qu'il aime, c'est intéressant pour le parent qui se dit à un moment donné, tiens, il faut peut-être quand même que je tienne compte de la vie des anciens. Et oui, et moi j'ai eu typiquement ça avec ma mère et mon fils. Oui. Où du coup, moi j'ai beau être ostéopathe, je regarde pas mon enfant comme un patient, je l'examine pas. Et donc j'étais passé à côté de ses pieds plats. Et ma mère me l'avait dit, et j'étais là oui. Et finalement, quand je l'ai emmené chez une podologue, elle me disait ah oui, les pieds quand même bien plats. Il était vraiment content. Et c'est vrai que voilà, cette distance aussi, ça permet un autre regard. Oui, tout à fait. Moi, je suis vivant grâce à ça. J'avais 9 ans, j'avais très mal au ventre, mes parents partaient en vacances, j'étais avec mes frères, on était en voiture, puis on s'est arrêté à Roanne chez mes grands-parents. Mon père avait vraiment envie d'aller en vacances, alors le petit ça ira mieux, ma mère suivait un peu son mari, j'avais mal au ventre. Et mon grand-père il dit non, cet enfant va aller voir le médecin. Et j'ai eu une crise d'appendicite. Et mon grand-père a dit à son fils non, il n'y a pas question.
Ouais, voilà. Du coup, il y a de la fonction paternelle. Et en paternelle, je peux dire. Qui mon père était un un paysan, qui était un peu en dormance, mais qui a su qui a su à un moment ramener donné, au bon moment. dire, on est vraiment sur de l'instinct, de la survie là. oui, l'enfant de la survie et du vieux qui à un moment donné, prend son autorité. Mon grand-père n'était pas un type très autoritaire, mais à un moment donné, qui dit par question, ça sera comme ça, et pas autrement. Oui, hein, c'est vrai quand on est parent, en plus on a un côté, enfin, moi personnellement, où je me dis, je veux pas les voir malades. Oui, c'est ça. Je veux pas imaginer qu'ils puissent être malades, ce serait vraiment trop, Oui. trop grave, forcément. Oui. C'est pas si grave que ça va s'arranger. Donc voilà, on préfère s'inventer des histoires comme ça. Donc ce jeu, là encore, montre que l'importance qu'il y ait diverses places éducatives et que chacun reste à sa place et ne veuille pas prendre la place de l'autre. Si on revient aux parents, que les deux parents acceptent cette différence et ne cherchent pas à prendre la place de l'autre et acceptent qu'à un moment, la gêne de l'autre est un bien. Oui, que l'autre soit gênant, un peu encombrant, mais aussi que finalement c'est ce qui permet de libérer et de se décharger aussi sur lui. Tout à fait. Donc c'est à dire, en particulier en ce moment, c'est aux mères à le dire essentiellement, ne prenez pas le pouvoir paternel. Ça va vous retomber dessus. Oui, et puis au père aussi, donc de laisser aussi la place à leur compagne. Laisser aussi la place à leur compagne. En gardant, Oui, au départ, et acceptant... Ça n'empêche pas de faire le papa ours, à raconter des histoires. Oui, mais pouvoir dire à un moment, attends, je te laisse, et j'interviens pas volontairement, pas par flemme, mais j'interviens pas volontairement, parce que tu es en train de vivre quelque chose avec ton bébé, oui, c'est dur pour toi, mais vis-le jusqu'au bout, et j'attends que tu me sollicites. Voilà. Je ne veux pas aller à l'avance, j'attends que tu me sollicites, je serai là si tu me sollicites, mais je ne vais pas... je te fais confiance pour gérer. L'égalitarisme qui est dit en particulier pour nourrir le bébé, oui, ça doit être exactement pareil. Je suis désolé, mais le rapport à un bébé n'est pas identique. On n'avait pas envie de faire. Oui. Bah, surtout dans ces premiers, dans les premiers mois, dans les premiers temps. Ah oui, c'est dommage de les mettre au biberon. Les mettre au biberon pour que le père puisse le vécu volontaire d'une femme qui allait de son enfant, c'est quand même quelque chose qu'on doit respecter. Bah oui, puis en plus ça dure pas très longtemps à l'échelle d'une vie. Qu'elle décide de pas le faire, ça la regarde, mais si elle décide de le faire, ça, y a pas, c'est sûr. Oui, après il n'y a pas de problème avec ne pas le faire, chacun est libre de faire. Chacun est libre, mais elle est seule décisionnaire. Et on ne peut ni cette décision, ni lui faire l'économie, c'est pas elle de décider. Oui, voilà, et ce serait bête que pour faire plaisir au père, elle se prive de donner le sein, par exemple. Oui. Et c'est ça, c'est surtout de faire. C'est ça, je pense, que chacun se positionne pour lui, en faisant confiance à l'autre pour qu'il gère, et qu'il se manifeste si ça pose un problème. Tout à fait. C'est pas trop oui, tout à fait. penser à la place de l'autre. Oui, mais dire au père, dis-moi si je dois arrêter d'allaiter, non. Oui, ce sera pas au père de c'est pas trancher, au père de lui dire. Au père de lui dire, si tu veux, je donnerai le biberon, si tu veux pas, je me retirerai, mais c'est toi qui décides. J'accompagnerai ta décision, mais je ne peux pas la partager. C'est vraiment chacun dans sa puissance. Chacun dans sa puissance et dans la difficulté qu'il y a à être seul décideur à certains moments. Pour après dire, après justement, j'ai complètement profité de la fusion avec mon enfant et maintenant, j'en ai marre. Donc, je laisse le père nous défusionner et même si c'est parfois un peu dur, je le vois partir avec le gamin, est-ce qu'il ne va pas faire ceci? Non, je laisse faire. Là, il y a une malchance sur 10 000 qui se passe une catastrophe et ça peut arriver. Il peut faire une connerie comme tout le monde. Mais je laisse faire. Et voilà, c'est la fin de cette interview. Je n'ai pas vraiment bien géré la fin en direct live, donc j'avais pas grand chose d'autre à mettre que ça. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires sur la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me... Just
Do it! M'aidera beaucoup à continuer cette entreprise. Ouais, c'est pas mal, hein. Et puis, à la prochaine.